Salut, c'est Sandre, le plus gros nerd de musique en France, et aujourd'hui je vais vous parler de la carrière de Björk. C'est une artiste très intéressante parce qu'elle évolue dans un registre art pop, et elle va vraiment apporter sa vision du style. Elle va être très singulière dans ses mélodies, dans ses musiques. Et elle a beaucoup influencé le registre. Donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur de parler de cet artiste-là, qui a aussi sorti des albums très très influents fin des années 90, début des années 2000. Donc voilà, c'est pour ça que ça me tenait à cœur de parler de cet artiste-là. Donc Björk est née à Reykjavik dans les années 1965 d'un père guitariste et d'une mère médecin chiropracteur. Il divorce seulement un an après la naissance de Björk et elle va du coup passer plus de temps du côté de sa mère qui va elle évoluer dans un groupe hippie. Elle va dès son plus jeune âge évoluer dans un milieu assez musical. Il y a beaucoup de chanteurs, de musiciens assez folkloriques qui vont commencer à l'influencer dès ce jeune âge. À 6 ans, elle va aussi commencer à apprendre le solfège, apprendre à jouer de la flûte et du piano dans une école de musique classique. Et à 7 ans, elle va commencer à enregistrer ses premiers morceaux. Elle va jouer un petit peu toutes les influences qui passent en ce moment-là, donc Jimi Hendrix pour ses parents, ou plutôt des registres jazz avec ses grands-parents. Ça va vraiment constituer un mélange très fort qui va beaucoup l'influencer dans son style plus tard. Et elle va notamment se faire repérer par un directeur artistique, donc elle commençait déjà à faire de la radio à cette époque-là, et elle avait enregistré un album où elle faisait des comptines de son île natale, donc l'Islande, et des reprises des Beatles, de Stevie Wonder aussi. Donc pareil en islandais. C'est là qu'elle commence vraiment à se faire connaître en Islande. Ensuite, elle va former plusieurs groupes, donc avec des amis, puis ensuite avec des gens qu'elle rencontrera via toutes les rencontres intergroupes, et arrivera à la création de Sugar Cubes. Donc c'est vraiment le premier groupe avec lequel elle va avoir du succès. Ils vont notamment avoir des hits au Royaume-Uni. Ils vont aussi décliner une offre de Warner pour les signer, mais voilà, ils voulaient pas parce que ça leur aurait privé de leur liberté artistique. Et ils vont commencer à faire des tournées en Europe et aux États-Unis aussi. Puis Björk va commencer à s'intéresser au registre techno, et donc ça va un peu la pousser à quitter le groupe et à vouloir faire une carrière solo, donc en 1992 par un commun accord avec le groupe. Et elle va commencer notamment avec le producteur de Massive Attack à concocter des premiers albums, et elle va sortir le premier album, début plutôt en anglais, qui va déjà rencontrer un grand succès, que ce soit critique et aussi commercial. On va avoir des DJ aussi qui vont beaucoup s'intéresser à ses performances, et il va y avoir pléthore de remixes autour de sa musique, ce qui va aussi beaucoup faire parler de l'album, ce qui va beaucoup contribuer à sa popularité. Donc l'album, lui, il va sortir en 1993. Ça va être voilà le premier album vraiment qu'elle va décider de consacrer à sa véritable carrière. Avant, elle avait déjà sorti 2 projets, il me semble, mais donc c'était le premier projet où elle faisait des comptines en islandais, et un autre projet assez mineur. Là, elle va vraiment se concentrer sur sa carrière de Björk. Et donc celui-ci va commencer avec une production assez répétitive et la voix typique de Björk qu'on va voilà entendre tout le long de l'album. Donc ça va vraiment être une voix qui a une grosse largeur de gamme, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Et elle va vraiment être capable de changer de notes à des intervalles assez élevés. Donc il va y avoir des notes très aiguës qui vont beaucoup varier. La voix elle peut sembler fausse à certains moments comparée à la production. Il y a vraiment ce jeu d'une voix très naturelle et d'une production très minimaliste. Donc voilà, ça va créer ce contraste tout au long de l'album. Le second titre, lui, est aussi un peu dans la même veine. On a un piano qui va se répéter, ça va faire une sorte de ligne de basse. Donc le spectre, encore une fois, va être très peu rempli. On a un rythme répétitif, une mélodie assez minimaliste. Ça laisse vraiment, en fait, presque complètement la place à la voix. Et on admire, en fait, les débordements d'énergie qu'elle peut nous présenter. On va retrouver des percussions dissonantes qui peuvent donner un côté étrange par moments, mais qui jouent en fait dans le son de l'album. Ça appuie en fait cet univers particulier, donc qui va pas être hyper musical. Voilà, comme je l'ai dit, ça joue beaucoup avec les dissonances, ça joue beaucoup avec ce côté minimaliste non trafiqué qu'on va un peu perdre plus tard dans l'évolution de sa carrière. Là, on est vraiment sur un projet assez brut, et on va retrouver du coup le côté orchestral dans certaines productions. Donc on va avoir des violons qui vont jouer ce registre assez classique, donc comme elle l'a appris durant sa jeunesse.
C'est quelque chose qui va beaucoup l'influencer et qu'on va retrouver sur quasiment tous ses albums. Voilà, donc comme dans Venus as a Boy, qui va être un morceau beaucoup plus mélodique et plus instrumental que les précédents. Et on va aussi retrouver des registres plutôt électroniques, donc comme de la house. On a aussi une balade à la harpe, donc encore une fois très instrumentale. Et comme je l'ai dit, elle a des contours mélodiques très larges. Donc les contours mélodiques, ça va être les écarts entre les notes un petit peu. Elle a vraiment une capacité avec sa voix à changer de note très efficacement. Ça va d'ailleurs créer son son, un son assez typique, qui fait beaucoup penser à notamment Kate Bush dans le registre art pop. Elle va aussi lui avoir beaucoup d'inflexions qui vont rappeler la musique classique. Voilà, elle va aller un peu triturer sa voix, modifier ses intonations, puis elle jongle encore une fois avec ce côté orchestral, organique, et le côté électronique avec des textures de synthé qu'on va beaucoup retrouver dans les années 90. On a aussi quelques samples, donc l'utilisation de sampleurs et notamment des textures et des extraits de bruit de nature. Ça va apporter un côté immersif à l'album. Puis il va se terminer sur une pièce au saxophone. Alors est-ce que c'est vraiment un saxophone? Je suis pas sûr, mais je pense que si. Et ça va vraiment appuyer aussi le côté art rock, hein, parce que c'est vraiment ce mélange jazz, rock, et avec plein d'autres styles qui va d'ailleurs faire que c'est un album art pop aussi. L'art pop, c'est de la pop, mais qui mélange beaucoup d'influences d'autres styles. Donc voilà, comme j'ai dit, jazz, rock, musique classique aussi. Et ça va être un morceau dans une touche plus feutrée et mélancolique. Donc c'était voilà un album très prometteur pour le début de sa carrière. On ressent déjà les influences qu'on va avoir plus tard. Donc voilà, dans sa voix, qui est très aiguë, très douce, et vraiment la personnalité qui va insuffler dedans. C'est un album que j'ai trouvé plus minimaliste, donc il m'a moins plu évidemment. Je l'ai trouvé quand même bon et presque très bon, mais il y a quelques inégalités dans la tracklist, j'ai trouvé. Voilà, des morceaux trop simplistes, mais je recommande tout de même pour les gens qui s'intéressent à l'art pop d'aller écouter cet album-là. Je mettrai ma critique dans la description pour ceux qui veulent aller voir avec la note. Et puis je vais passer au second album de Björk, donc Post. Donc Post, le second album de Björk, sort en 1995 et ça va déjà marquer une évolution dans son style puisque ça va ouvrir directement très brutalement avec un rythme qui cadence dès le début. Donc ça va être du trip-hop très puissant, très lourd. Une basse électronique aussi qui va apporter encore une fois ces textures grésillante et dissonante qu'on retrouve beaucoup dans les années 90. C'est un morceau voilà, donc, dans lequel l'ensemble fonctionne très bien. Ça révolutionne un petit peu sa musique parce que on était habitué à un calme. Là, ça nous pète directement à la gueule dès la première seconde. On sent directement la différence d'énergie avec début. On va avoir un côté plus pop du coup dans les contours mélodiques. Elle va un peu plus se calmer au niveau de sa voix. On va avoir des productions plus généreuses, donc avec un recouvrement du spectre plus total. Alors on va encore retrouver les styles très électroniques comme le trip-hop, la house. Il va aussi y avoir du jazz classique dans It's All So Quiet, qui est une reprise de Horst Winter. Donc c'est un morceau qui est assez marquant dans l'album, parce qu'il va vraiment varier entre explosivité, donc moments très instrumentaux, très explosifs, avec notamment sa voix qui va s'emballer, avec des moments de calme intense. Donc ça a créé ce jeu dynamique qui est très intéressant. On a aussi une sorte de techno post-rock dans Enjoy. Et on va retrouver encore une fois le côté orchestral avec des accents classiques, donc plus au milieu de l'album. Et puis on va retrouver un morceau aussi down tempo qui va donner un côté plus lent et psychédélique. Ça va être posé. On va vraiment ressentir la différence dans les techniques de production par rapport à début. Ça va être un album un peu plus mixé. On a des jeux de rythme et des breakbeats dans I Miss You, technique qui rappelle d'ailleurs la DnB et la musique électronique de l'époque, notamment avec Aphex Twin. Ça va être couplé à du jazz funk, fusion un peu, qui contraste et ça va donner vraiment une énergie particulière au son. Et puis finalement, l'album va se conclure sur une note plus minimaliste, donc qui va rappeler voilà le premier album. On a des mélodies très simples, des simples notes de piano électrique et des harmonies de voix qui vont beaucoup rappeler la dream pop, donc avec notamment Cocteau Twins. On sent encore une fois qu'elle tire encore sur la voix. Elle a vraiment une belle voix et elle s'en sert très bien dans cet album-là. J'ai lu un commentaire que je trouvais assez juste. Ça parlait du fait qu'elle crée son propre univers et qu'elle formait une sorte de bulle. C'est-à-dire que vraiment c'est très singulier, ça ressemble à personne d'autre et elle consolide tout au long de ces albums-là cet univers.
Donc elle varie un petit peu, il y a quand même une évolution dans les albums, mais elle reste quand même dans cette bulle-là. Et effectivement, c'est vrai, c'est quelque chose de très intéressant dans l'évolution de cet artiste-là. Ça rend vraiment l'écoute très rafraîchissante parce qu'on n'est pas habitué à écouter ça. La première partie elle est vraiment très intéressante. Elle varie beaucoup comparée au début de sa carrière, mais la fin, il rappelle un peu trop ce premier album que moi j'ai moins aimé forcément. On a des mélodies qui vont être plus discrètes, des rythmes beaucoup plus calmes, et une voix qui va avoir une place trop centrale. Moi j'aime bien quand la composition prend un peu plus de place, là je la trouve trop en retrait, et on a évidemment le côté orchestral qu'on avait dans le premier album aussi. On a quand même un jeu de rythme plus moderne, hein, et on sent qu'il y a quand même beaucoup d'influence dans la scène un petit peu électronique des années 90. Elle est assez bien entourée niveau production, et le tout reste vraiment fidèle et s'incorpore très bien à son univers. Donc moi c'est un album que j'ai trouvé très bon, je le recommande totalement à quiconque s'intéresse un petit peu à ces styles-là, et ça marque vraiment une évolution qui montre en fait qu'il y a un potentiel encore inexploité de l'artiste. De toute façon, on va le voir quand je vais faire les critiques des albums d'après, qu'il va vraiment y avoir une grosse évolution. Je vous laisse aller voir la note et la critique que j'ai laissée sur Aouti dans la description si vous voulez aller voir. Et moi, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse vous abonner juste en dessous, et je vous dis à la prochaine.